Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être dans la continuité de la série liée au site internet. On avait déjà parlé des noms de domaine, de l'hébergement et des outils pour les concevoir. Maintenant, on va parler de la manière de les rendre visibles sur les moteurs de recherche, à savoir le référencement naturel. Donc l'objectif, c'est pas de faire de vous des experts en référencement, vous vous en doutez bien, dans un podcast, ce serait impossible. L'objectif réel, c'est de vous parler des bases du référencement naturel et que vous puissiez un peu y voir plus clair et surtout connaître quand même quelques petites techniques de base qui vont vous permettre de mettre en avant plus facilement votre site sur Google. C'est parti. Alors on va commencer par l'explication sur ce qu'est le référencement naturel. Il faut savoir qu'il y a deux types de référencement pour les sites internet, le SEO et le SIA principalement. Alors il y en a d'autres qui sont plus liés au marketing, on va plutôt parler du référencement. Donc le SEO, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO en français sans accent, et SEA, ça va être tout ce qui est lié à la publicité payante. Ce n'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, nous on va vraiment se baser sur les techniques gratuites que vous allez mettre en place sur votre site internet. Donc SEO, optimisation pour les moteurs de recherche, technique gratuite. Comment ça fonctionne? Déjà, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le référencement, je vais déjà devoir vous parler de comment fonctionnent les moteurs de recherche de manière générale. Alors un moteur de recherche, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va citer des noms, Google, Bing, Yahoo, pour les plus connus. Pour les moins connus, on va avoir Quant, on va avoir DuckDuckGo, etc., etc. Mais ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. Déjà, leur objectif, c'est quoi? C'est de répertorier des sites internet, donc autrement dit, c'est un annuaire, qui vont être liés à des recherches que vont faire les internautes. Et donc, si je donne un exemple concret du fonctionnement d'un moteur de recherche côté visiteur, ça va être, je fais une recherche, par exemple, j'ai besoin d'une recette de cuisine sur les pâtes à la carbonara, par exemple. Eh bien, le moteur de recherche va me faire ressortir des listes de sites internet qui, pour lui, seront les plus pertinents par rapport à la recherche de recettes de pâtes à la carbonara que je viens de faire. Donc ça, c'est le côté visiteur. Je pense que je vous apprends pas grand-chose en vous expliquant ça. Là où ça devient plus intéressant, c'est de comprendre comment ça se passe pour que justement le moteur de recherche répertorie ces fameux sites internet et comment il va faire pour avoir sur la première page de ses résultats les justement sites qui pour lui sont les plus pertinents par rapport à votre recherche. Alors si on passe justement dans le moteur de la voiture, si on devait donner une image, comment ça fonctionne? Eh bien tous les moteurs de recherche fonctionnent de base sur le même principe, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des robots. Ces robots sont programmés pour aller sur tous les sites internet qui sont répertoriés sur la planète et ils vont selon des critères analyser votre site. Ces critères sont fondamentaux puisque c'est eux en fait qui déterminent à la fois la qualité du moteur de recherche mais également ce que vous allez devoir respecter pour avoir une chance d'être dans les premières pages de ce moteur. Problème de ces fameux critères, personne sur la planète à part la société en tant que telle, c'est-à-dire Google, Bing et les autres, connaissent leurs recettes. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite image pour vous expliquer un petit peu pourquoi Google est numéro 1 sur la planète actuellement. Puisqu'on est un petit peu dans le principe des recettes de cuisine, on va justement utiliser cette image. Pourquoi Google est numéro 1? C'est tout simplement parce que la recette qui lui permet de vous afficher les résultats les plus pertinents est certainement la meilleure de la planète par rapport à ses concurrents Bing et les autres. Alors techniquement, ça va plutôt s'appeler un algorithme. Le but, c'est de vous apprendre des choses et donc je vulgarise en utilisant le terme recette. Donc si on reste sur cette explication liée aux recettes de cuisine, par exemple, si vous comparez le Coca-Cola et le Pepsi, vous savez très bien que souvent vous allez avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, tout simplement parce que même si le goût se rapproche, la recette n'est pas exactement la même. Bien sur les moteurs de recherche, c'est la même chose. En fait, tout le monde essaye plus ou moins de copier l'algorithme de Google, mais personne n'a vraiment trouvé la recette exacte qu'il utilisait, ce qui fait qu'on a des résultats qui sont assez proches en termes de qualité, mais on n'a pas le niveau de qualité que Google a atteint jusqu'à présent. Et puis tant qu'on est dans les points communs avec la recette du Coca-Cola, personne ne connaît réellement la recette du Coca-Cola, c'est la même chose pour Google. Personne n'a jamais vraiment réussi à savoir concrètement quels étaient tous les critères que Google met en place pour lister votre site internet. Sachez qu'il y a quand même une estimation du nombre de critères et de tout ce qu'il faut respecter sur un site internet pour que Google le mette plus en avant qu'un autre, mais on les a pas tous. Sachez quand même qu'à l'heure actuelle, il y en a plus de 200. Dans ceux qu'on connaît, bien sûr, parce qu'il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc si on revient à notre exemple de site internet, c'est simple, Google va envoyer ses robots, tous les autres moteurs de recherche vont faire pareil, ils vont parcourir tous les sites internet, et donc quand ils arrivent sur une page de site internet, puisqu'ils vont étudier toutes les pages de votre
votre site, pas simplement une seule, toutes celles qui sont publiques. Ils vont prendre leur liste de critères, un petit peu comme un contrôle technique de véhicule, et ils vont vous donner une sorte de note. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais imaginez quand vous allez au contrôle technique de votre véhicule, il y a différents points de sécurité, de qualité du véhicule à vérifier, et malheureusement, si vous les passez pas tous, vous devez revenir faire votre contrôle technique plus tard. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de repasser. Dès que le robot est passé, il vous attribue une sorte de note, donc autrement dit, ça peut être ramené à une sorte de positionnement dans le résultat de recherche. Autrement dit, vous allez peut-être vous retrouver en 200e page, 300e page, si ça s'est pas très bien passé, alors que si ça s'est plutôt bien passé, vous allez directement rentrer dans le top 5 des pages des résultats de recherche. Il y en a qui, par miracle, arrivent dès le premier passage à être dans les premiers, mais ça, c'est parce que c'est des cas particuliers, tout simplement parce qu'il n'y a peut-être pas encore de concurrence dans ce domaine-là ou dans cette thématique dans les moteurs de recherche. En tout cas, sachez que dès qu'un robot passe, vous êtes déjà évalué et donc c'est déjà bien quand votre site est en ligne d'avoir déjà prévu justement de mettre en place des techniques pour le référencement parce que malheureusement, s'il passe la première fois et que vous ne l'avez pas encore fait, vous allez partir de beaucoup plus loin. Voilà, ce sera plus compliqué de remonter, plus long. Alors rassurez-vous, c'est pas parce qu'il passe une fois et que ça s'est mal passé que c'est déjà terminé. Bien sûr, vous aurez plus de difficultés, mais en tout cas, le robot va quand même repasser et c'est peut-être là où justement, quand on va parler des techniques après, que vous aurez une seconde chance, une troisième chance, une quatrième et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais il y aura un petit peu de travail à faire, bien entendu, pour que plus le robot passe et plus il soit content. Donc ça, c'est le sujet qu'on va justement évoquer dès maintenant. Alors, maintenant qu'on a un peu dégrossi tout ce système de référencement, de moteur de recherche, etc., que vous savez un petit peu mieux comment ça fonctionne derrière, on va un peu parler justement des fameuses techniques qu'il faut connaître de base et qui sont pas très compliquées à mettre en place pour que le moteur de recherche soit content. Ou plutôt, c'est robot. Alors, première chose qui est fondamentale, c'est à la conception du site que votre site ne soit pas lourd. Alors, si on revient typiquement à mon dernier podcast sur les sites internet que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore déjà fait, on avait parlé de tout ce qui est lié au CMS et plus particulièrement WordPress et PrestaShop. Mais ce que je vais vous dire là va s'appliquer à tous les autres outils également. Quand je dis qu'un site ne doit pas être lourd, ça veut dire qu'il doit avoir des performances de chargement, de temps de chargement plus particulièrement rapides. Sachez par exemple qu'un site qui se charge en moins de 3 secondes, alors plutôt une page pour être plus précis, est très bien noté par Google. En revanche, si vous dépassez ce temps, on va dire que vous faites 5 secondes voire plus pour charger le site, eh bien Google va fortement vous pénaliser, tout simplement parce qu'en fait il faut comprendre une chose, c'est que les 3/4 des critères les plus importants d'un moteur de recherche sont liés à l'expérience utilisateur. On va se mettre à la place de quelqu'un, vous en faites certainement partie. Si vous arrivez sur un site et qu'il se charge en 30 secondes, il y a de fortes chances que vous attendiez pas la fin et que vous partiez ailleurs parce que maintenant on a des temps de connexion suffisamment rapides pour qu'un site se charge très très rapidement, même sur un réseau mobile. Donc maintenant, vous vous doutez bien que si un site se charge en plus de 3 secondes, eh bien plus le temps va être élevé, plus Google va faire baisser votre note sur ce plan-là. Ça me permet aussi de vous dire que par exemple, quand vous faites le contrôle technique de votre véhicule, il y a des points plus ou moins importants. C'est-à-dire qu'il y a des points, si vous n'avez pas passé ce critère-là, c'est carrément éliminatoire, vous devez repasser votre contrôle technique. En revanche, il y a certains points qui sont pas forcément hyper graves. La personne qui va vous faire le retour de votre contrôle va vous dire bon, attention, il y a ça, mais ça m'empêche pas de vous le valider. Par contre, je vous invite à faire la réparation. C'est pareil sur les moteurs de recherche, il y a des critères qui sont plus ou moins pénalisants. Et celui-là, il en fait particulièrement partie. Si votre site est pas performant, sachez que votre note va baisser très très vite. Donc faites attention à ce point-là. Et justement, on va parler un petit peu des techniques pour le faire. Alors, première technique la plus importante pour faire baisser le temps de chargement de votre site, c'est le poids de vos photos et ses dimensions. Par exemple, si vous avez besoin d'une image qui fait 600 pixels par 600 pixels, autrement dit un carré, et qu'à l'intérieur vous mettez une image qui en fait 2000 par 2000, ça va fonctionner. Le site va pas vous dire ça fonctionne pas, ça va s'afficher normalement, mais vous aurez chargé une image qui est 3 à 4 fois plus grande que ce que vous aviez besoin initialement par rapport à la taille du bloc dans laquelle elle allait être affichée. Donc ça, c'est dramatique parce qu'en fait, ça augmente le poids de la photo qui va faire peut-être, je dirais, 500 kg, 1 méga, voire 2 mégas, alors qu'en la mettant à sa taille idéale, eh bien, vous l'auriez fait certainement baisser de plusieurs centaines de kilo-octets. Deuxième chose très importante, ne pas hésiter, même si la dimension de l'image est idéale, à la compresser. Vous avez des compresseurs en ligne gratuits sur internet qui vont reprendre votre photo, la retravailler, la faire baisser en termes de poids parce qu'ils vont travailler sa résolution et ses pixels pour qu'elle garde la même taille mais qu'en revanche son poids diminue
fortement. Alors quelques exemples de compresseurs d'images, vous avez Shrink.media qui est très très bien, et ensuite vous avez TinyPNG et TinyJPG qui ont chacun, comme leur nom l'indique, une spécificité par rapport à votre extension d'image, et justement ça me permet de faire la transition sur les extensions et leur importance. Alors, si vous faites un petit peu de photos et que vous les mettez sur vos ordinateurs, vous avez certainement déjà vu les types d'extensions JPEG, PNG, peut-être bitmap, BMP. Alors sachez que sur internet, ou plus particulièrement sur les sites internet, il y a 4 formats d'images qui sont très utilisés. On a le JPEG. Le JPEG, ça va être utilisé pour des photos classiques qui n'ont pas besoin de fond transparent. Le PNG, c'est un tout petit peu plus lourd, mais ça va être hyper intéressant quand on a besoin par exemple de mettre son logo parce qu'il a forcément un fond transparent. Mais les meilleurs formats actuels, ce sont les WebP. Alors ceux-là, ils sont très très rares. Il faut savoir que c'est un format qui a été inventé par Google, donc il faut des convertisseurs d'images au format WebP pour que ça fonctionne. Mais sachez que c'est le format privilégié par les moteurs de recherche. Maintenant, c'est pas facile à faire, mais si vous avez les connaissances techniques pour convertir un fichier image en WebP, je vous invite à le faire dans la mesure du possible. Et enfin, le format SVG, c'est le format vectorisé. Le vectorisé, en fait, ça permet d'agrandir une image à l'infini sans perte de qualité, mais ça va être possible que sur des images de type graphique, type le logo, des icônes, etc., etc. Donc s'il fallait résumer, les formats idéaux à l'heure actuelle, ce sont le SVG et le WebP qui en fait sont vraiment les formats privilégiés par les moteurs de recherche. Mais si vous utilisez déjà du JPEG à bonne taille, compressé quand c'est possible et optimal, et ou du PNG compressé à bonne taille, ce sera déjà très très bien. Alors toujours sur les critères de performance, on a parlé des CMS dans le dernier podcast. Il y a une chose qui est fondamentale dans les performances d'un site, ce sont ces thèmes graphiques que vous allez choisir. Par exemple, si vous utilisez Jimdo, Wix, WordPress, etc., vous irez écouter encore une fois mon podcast pour comprendre ce que je dis, eh bien vous verrez que les thèmes graphiques ont une forte importance sur les performances de votre site, puisque s'ils sont mal codés et mal optimisés, eh bien votre site va en pâtir en termes de performance. Donc petit conseil, ou plutôt grand conseil, quand vous choisissez l'esthétique de votre site par rapport à un CMS, eh bien faites des recherches sur internet pour savoir ce qu'ils pensent des performances de ce thème, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment, mais alors vraiment pas optimisés. Je vais m'arrêter là pour les performances parce que honnêtement après ça deviendrait trop technique et c'est pas l'objectif de ce podcast. Le but c'est de vous donner des astuces qui peuvent être appliquées sans forcément de grandes connaissances techniques. Maintenant on va plutôt parler de la technique pure et dure de référencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir mettre dans ces pages pour faire plaisir aux moteurs de recherche. Alors déjà on va parler de structuration de page, plus particulièrement de ce qu'on va appeler la table des matières. Pourquoi je l'appelle comme ça? C'est pour faire le lien avec Word, parce que si vous êtes des utilisateurs de logiciels de bureautique type Word pour faire du traitement de texte, vous avez peut-être déjà fait ce qu'on appelle des sommaires, des tables des matières. Pour être un peu plus précis, vous avez certainement déjà fait des documents où vous aviez mis des grands 1, des grands 2, des AA, des 1.1, enfin des sous-parties, vous avez compris. Et la structure d'une page HTML, la structure d'une page de site internet, eh bien, a une importance capitale par rapport à cette fameuse table des matières. Il faut savoir que quand vous utilisez un logiciel de création de site, type WordPress et les autres, eh bien, vous avez des outils de traitement de texte quand vous allez concevoir les textes de vos pages. Plus précisément, vous pouvez faire ce qu'on appelle des titres et des paragraphes. Mais dans ces titres, très souvent, vous irez vérifier, vous avez la possibilité de faire entre 1 et 6 titres différents. Donc pour être un tout petit peu technique dans ce podcast, on a ce qu'on appelle un langage HTML qui va permettre de créer des pages de site statiques. Et donc dans ce langage, on a ce qu'on appelle des balises titres qui s'appellent H1, H2, H3 jusqu'à H6. Dans les CMS, WordPress et les autres, encore une fois, quand vous concevez des pages, eh bien vous allez pouvoir créer des titres qui vont comme par hasard de 1 à 6, ce qui correspond aux balises HTML H1 à H6. Étonnant. Donc vous êtes dans votre WordPress, Jimdo ou autre, et là vous faites un grand titre. Donc là, le CMS va vous générer côté visiteur une balise H1. Si vous faites un titre de niveau 2, elle va vous générer des H2, etc., etc. Je pense que vous avez compris la logique. Eh bien sachez que ça, Google va fortement le prendre en compte lorsqu'il va passer. Autrement dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, tiens, pour voir si la page elle est bien structurée, je vais lire que les titres. Si en ne lisant que les titres, je comprends de quoi parle la page, eh bien c'est que la personne a bien fait son boulot. En revanche, si je lis les titres et que je ne la comprends pas, je lui retire des points. Boum, votre contrôle technique, là, il a encore pris une note en moins. Donc pour faire simple sur la structuration de vos pages, sachez qu'il ne faut en général, alors il y a un débat là-dessus, mais en général, on ne conseille de mettre qu'un seul titre principal, autrement dit qu'un seul grand titre H1. Ensuite, on aura forcément donc que des H2, H3, H4, etc. Sachant que après, c'est très simple par rapport à Word, il faut vous imaginer que vos H2, c'est vos grands 1, grand 2, grand 3, etc.
que vos H3 c'est des 1.1, 1.2, 1.3 et plus je descends jusqu'à H6, plus ce sera des sous-parties, etc., etc. Quand vous avez fini de rédiger vos titres, vous vous mettez en mode lecteur et vous vous dites, tiens, en lisant que les titres, est-ce que je comprends le sens de ma page? Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail. Et on va en profiter pour intégrer une nouvelle notion, la notion de mots-clés. Il est fondamental que quand vous rédigez du contenu dans votre page, vous vous disiez, tiens, quel mot-clé je veux positionner dans ma page. On va revenir à notre exemple de recette de pâte à la carbonara. Il faut toujours vous dire, tiens, comme je veux bien me positionner sur les moteurs de recherche, quel est l'objectif de cette page que je suis en train de rédiger? L'objectif, c'est que les gens, quand ils vont taper sur Google, tapent recette pâte à la carbonara, ils me trouvent. Donc vous vous doutez bien déjà qu'il va falloir utiliser ces mots-clés-là dans le contenu de la page en question. Si on revient à nos titres H1 à H6, les mots recette, pâte à la carbo, il va falloir essayer de les dispatcher dans ces titres-là de manière astucieuse, bien entendu. L'histoire des pâtes à la carbonara, quels sont les ingrédients de la recette des pâtes à la carbonara, comment faire les pâtes à la carbonara, etc. Vous m'avez compris. Une fois que vous avez fait la structure de votre page, la suite va consister à disséminer des mots-clés à l'intérieur de vos paragraphes et d'autres éléments, notamment par exemple les images. Et oui, on va y revenir. Première chose, actuellement, il est conseillé encore de faire des pages qui contiennent au moins 300 mots pour que Google soit content. Moi, je vais être très clair avec vous, à l'heure actuelle, pour moi, ça ne suffit plus parce que la concurrence est forte. Je vous conseillerais vivement de passer plutôt à des pages qui font au moins 600 mots de contenu pour qu'elles soient bien référencées par les moteurs de recherche. Donc quand vous aurez fait vos grands titres H1 à H6 par exemple, à l'intérieur de ces parties, vous allez commencer à rédiger votre contenu. Donc là, on revient à nos histoires de mots-clés. Il va falloir les répartir et qu'au bout de cette rédaction, vous ayez au moins 600 mots, ce serait l'idéal. Bien entendu, vous allez pouvoir utiliser des synonymes ou des mots qui se rapportent à la thématique de la page. Par exemple, recette de pâtes, recette de cuisine. Après, vous allez pouvoir aussi lister toutes les variétés de pâtes qui existent, comme les spaghettis, les penne, etc. Vous allez aussi pouvoir utiliser les mots qui se rapportent aux ingrédients, par exemple lardon, œuf, etc. Tout ce qui se rapporte à la thématique de l'article que vous êtes en train de rédiger, c'est ce qu'on va appeler le champ sémantique. Pour cette histoire de mots-clés par rapport aux images, l'idéal, ça va être de leur attribuer un nom de fichier qui va contenir ce mot-clé. Par exemple, si vous faites une photo pour chacune des étapes, le moment où on fait cuire les lardons, ensuite les pâtes, etc., vous allez prendre des photos à chaque fois, et donc chaque fichier va devoir contenir un des mots-clés que vous voulez placer. Deuxième chose liée à l'image, le texte alternatif, c'est une balise spéciale du code HTML, en fait, qui permet aux malvoyants d'avoir un texte qui s'affiche à la place de l'image s'ils ne sont pas en capacité de la voir correctement. Sachez que dans les CMS, WordPress et autres, vous avez des cases spécifiques à remplir pour cela qui s'appellent très souvent texte alternatif ou texte de remplacement. Vous avez juste à mettre le mot, le nom du fichier et bien sûr de positionner un mot-clé à l'intérieur. Ça doit être une phrase en fait qui décrit l'image tout simplement par rapport encore une fois à cette fameuse expérience utilisateur. Bon, quand vous avez fait tout ça, vous êtes déjà pas trop mal, mais il reste deux étapes qui pour moi sont très importantes et qui correspondent à ce qu'on appelle des balises méta. En fait, vous en avez deux qui sont très importantes à connaître et ce sont encore une fois dans les CMS des cases très simples à remplir. La première s'appelle la meta title. Très souvent, vous la remplissez sans même le savoir parce qu'elle correspond au titre de votre page que vous êtes en train de rédiger. Alors c'est un peu flou à mon avis ce que je vous explique là, mais sachez que la meta title, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour un moteur de recherche, c'est le titre cliquable qui va apparaître dans le résultat de recherche. Pour Google, vous avez toujours deux éléments principaux dans un résultat de recherche spécifique, le lien cliquable qui est bleu et son descriptif qui est une série de lignes juste en dessous. Eh bien sachez que la meta title, c'est la partie bleue. Et la deuxième, la balise métadescription, c'est la phrase qui apparaît juste en dessous. Et donc ces deux éléments, c'est des choses que vous devez remplir dès que vous créez une page de site internet sur votre CMS. Par exemple, sur WordPress, vous allez installer un plugin qui s'appelle Yoast SEO. Il y en a plein d'autres, mais c'est justement lui qui va vous permettre d'ajouter les fameuses cases que vous allez remplir pour remplir ces critères. Alors c'est fondamental de bien les remplir parce que sachez que sinon, qu'est-ce qui se passe? Le robot Google va passer sur votre page, il va voir plein de choses qui sont positives et là, il va se dire
dire bon, c'est bien, j'ai envie de l'indexer cette page-là, maintenant comment je vais la décrire dans mes résultats de recherche? Je vais lui mettre un lien bleu, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Donc là, si vous avez mis votre meta title, lui il va juste reprendre ce que vous avez mis, il va la mettre, ça c'est cool. Et ensuite il va se dire bon qu'est-ce que je fais maintenant de la méta description? Il va aller voir si vous l'avez remplie, si elle est mise, hop il la met. Si vous l'avez pas fait, déjà il va pas être content, donc il va vous pénaliser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire avec les moyens du bord. Donc il va aller chercher les premiers mots qu'il trouve dans la page qui lui vont et il va les balancer comme ça. Sauf que c'est très souvent comme ça qu'on se retrouve avec des résultats de recherche qui sont incohérents, où il y a des choses qui sont pas lisibles par les utilisateurs. Et comme, faut pas l'oublier, c'est la première chose qu'il voit dans ses résultats de recherche, il va peut-être pas cliquer sur votre lien alors qu'il était bien répertorié. Voilà, en termes d'astuces de création de contenu, on est déjà plutôt pas mal. Je vous ai donné pas mal de petits trucs et astuces. Il y en a bien entendu plein d'autres. Je vous ai parlé de 200 critères, donc vous imaginez. Mais si vous arrivez déjà à respecter ça, ce sera déjà pas mal quand vous allez concevoir votre site. Alors une chose fondamentale quand même pour terminer sur la série d'astuces, c'est de faire vivre votre site. Je vous donne l'exemple, vous avez respecté tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe? Votre robot passe la première fois, il est content, il vous met une bonne note, il vous positionne sur certaines recherches, etc., etc. Le robot repasse quelques jours plus tard et là, il va vérifier une chose assez importante, c'est qu'il y a eu du contenu qui est arrivé, c'est-à-dire que le site est dynamique, qu'il bouge, qu'il vit. Si vous ne faites pas vivre votre site, le robot va se lasser de passer, il va espacer justement ces passages et vous aurez moins de chances de remonter dans les résultats de recherche puisqu'il va passer de moins en moins souvent. Sachez que pour ça, les moteurs de recherche fonctionnent tous de la même manière. C'est pour cette raison que je conseille 100% des personnes lorsqu'elles veulent optimiser leur référencement naturel d'avoir un bloc d'actualité intégré à leur site internet parce que ça va vous obliger à le faire vivre et bien entendu, il faudra continuer à respecter les critères que je vous dis quand vous allez créer vos articles de blog. Alors je sais que ça peut paraître un peu compliqué, sachez qu'il y a encore d'autres choses, je pourrais vous parler de sitemap, de robot.txt, etc. Il y a aussi des outils qui vous permettent d'aller chercher des mots-clés, des idées de contenu, mais je pense que pour ce premier podcast, on a déjà vu pas mal de choses et donc je me permettrai de refaire un autre podcast qui va peut-être un petit peu plus loin pour vous parler des outils, des techniques un peu plus avancées. Mais déjà, comme je disais tout à l'heure, si vous respectez déjà ces points-là, ce sera déjà très très bien parce que sachez qu'il y a beaucoup de sites qui ne le font pas. Alors, si vous voulez aller plus loin par rapport à ce podcast, je vous invite à vous rendre sur le site abondance.com. C'est un blog d'actualité sur le référencement qui est tenu par l'un des plus grands experts français du référencement naturel, payant, etc., Olivier Andrieux. Et je vous inviterai justement à vous tenir informé de toutes ces nouveautés sur Google, sur son site, mais également d'aller acheter son livre « Réussir son référencement web » qui est juste la bible du référencement et qui part des bases. C'est-à-dire qu'on part du principe que vous avez zéro connaissance. Il y a plein de pages, il y en a au moins 800 je crois maintenant sur la nouvelle version, on est à la 11e édition. C'est une mine d'informations inépuisable. Vous allez apprendre des tonnes et des tonnes de choses sur le référencement et je le répète, c'est adapté aux débutants également. Voilà, ce podcast est terminé. Il était assez dense. Je pense que je vous ai déjà expliqué pas mal de choses. Ça sert à rien que je vous explose le cerveau. C'est pas le but de ces podcasts justement. En tout cas, si ça vous a plu, merci de votre écoute et de mettre 5 étoiles si c'est possible et de venir nous voir sur les différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.